questions. Questions orales. The Honourable Leader of the Opposition. Jamais dans l'histoire, un budget a forcé les Canadiens de payer autant pour recevoir si peu. Chaque dollar que le premier ministre dépense sort des poches des Canadiens. Il a brisé ses promesses. Il a promis de dépenser moins. Il dépense 90 milliards de dollars de plus net. C'est 5 400 dollars par famille. Il a doublé le déficit de Justin Trudeau et il a ajouté plus de dettes que dans n'importe quelle année hors de la COVID. Pourquoi, quand les Canadiens ne peuvent pas payer leurs factures, le premier ministre les force de payer encore plus? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada est dans une position solide budgétaire. C'est le déficit le deuxième plus bas dans le G7. Le net dette le plus bas dans le G7. Et un budget qui investit dans le Canada parce qu'on croit au Canada ici, dans le Le chef de l'opposition. Ce premier ministre devient le premier ministre le plus coûteux dans l'histoire de notre pays. En fait, c'est les banquiers qui en profitent. Maintenant, les Canadiens vont devoir dépenser 55 milliards de dollars sur les intérêts pour la dette nationale. C'est plus qu'on dépense sur les transferts en santé et plus que le gouvernement récolte avec le TPS. Donc, chaque sou que les Canadiens paient en TPS ne va pas pour les infirmières et les médecins, mais pour des banquiers. Pourquoi le premier ministre veut-il diriger l'argent de la santé pour dépenser plus sur les banquiers? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le fardeau de la dette maintenant est plus bas que le fardeau quand le gouvernement, oui, c'est vrai, par rapport au PIB, par rapport quand le gouvernement conservateur était là. Première chose. Deuxièmement, on investit au Canada et on protège les transferts de la santé, de l'éducation et sociale aux provinces. Le chef de l'opposition. Jamais au vent, les Canadiens ont dû dépenser autant pour obtenir si peu. Ce budget, avec son déficit record à l'extérieur de la COVID, est un déficit 2 fois de la taille de celui de Trudeau et 16 milliards de plus que ce qu'avait promis le premier ministre. Cela représente 5 400 $ de plus pour chaque famille. Les Canadiens ne peuvent déjà plus manger ni se chauffer. Pourquoi le budget coûteux du premier ministre les fait payer encore plus? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce budget comporte 75 % de mesures pour la souveraineté, pour protéger nos travailleurs, pour protéger nos communautés, pour protéger notre mode de vie. Et nous visons l'abordabilité pour les familles. Il n'en a pas parlé parce qu'il n'était pas là. Monsieur le Président, ce budget investi dans le Canada a 2 fois le rythme que tout budget du millénaire. Nous croyons au Canada. The Honourable Leader of the Opposition. Le chef de l'opposition. Ça coûte 2 fois plus cher et ça crée une dette générationnelle. Puisqu'on parle de souveraineté, qu'en est-il de la souveraineté alimentaire? Le budget augmente les taxes et impôts sur la production alimentaire avec la taxe industrielle sur les engrais et l'équipement agricole. Sylvain Charlebois, un professeur en alimentation, dit que c'est l'aspect le plus dommageable de la taxe carbone libérale. C'est une taxe qui touche toute la chaîne d'approvisionnement et qui mine la productivité de notre secteur agricole. Pourquoi le premier ministre menace-t-il notre sécurité alimentaire et fait-il augmenter les prix à l'épicerie? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, au printemps, notre gouvernement a mis fin à la taxe carbone sur les consommateurs. Et c'est bien pour les agriculteurs. Monsieur le Président,
L'Institut climatique canadien a fait l'analyse de la taxe carbone industrielle sur l'inflation. L'impact est de 0. The honorable leader of Le chef de l'opposition. Apparemment, le premier ministre pense toujours à tort que les Canadiens ne se servent pas de l'acier. Il avait dit à CTV, vous n'utilisez pas l'acier, Steve. Évidemment, les agriculteurs utilisent l'acier pour entreposer leurs céréales. Les producteurs s'en servent dans leur équipement. La taxe sur l'engrais et l'équipement fait augmenter les coûts alimentaires. Pas seulement les conservateurs, mais bien selon Sylvain Charlebois. Le premier ministre va-t-il dire aux Canadiens qu'une taxe carbone industrielle pour les agriculteurs canadiens ne fait pas augmenter les prix à l'épicerie? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, l'impact de la taxe carbone industrielle sur les prix alimentaires au Canada est d'approximativement 0. Le chef de l'opposition. Il pense toujours qu'on n'utilise pas d'acier, Monsieur le Président. Mais passons à autre chose. Malheureusement, un sujet beaucoup plus sombre. La semaine dernière, la Cour suprême a statué qu'une peine d'1 an était trop pour la possession de matériel pédopornographique. Cette peine était déjà beaucoup trop légère pour les gens qui avaient des centaines de vidéos et de photos d'enfants torturés. Le premier ministre va-t-il faire la bonne chose et invoquer la clause dérogatoire pour accorder la priorité aux droits des enfants? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je me joins à tous les députés de cette Chambre pour condamner l'exploitation des enfants. C'est l'acte le plus répréhensible. Monsieur le Président, c'est pourquoi notre gouvernement présentera des mesures législatives pour lutter contre ces crimes, pour pénaliser ceux qui sont responsables. Merci, Monsieur le Président. l'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, vous avez une compétence reconnue en matière financière et en théorie, le premier ministre a une compétence reconnue en matière financière. Alors, soyons sérieux et ne prenons pas les gens pour des valises. J'aimerais que le premier ministre nous explique en quoi des crédits d'impôt aux pétrolières, l'organisation de la FIFA ou des transferts en santé sont des actifs à l'acquis du gouvernement. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, un des aspects dans le budget, un des aspects les plus importants sont des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité nette, l'électricité propre. Ça implique 4 milliards de dollars pour le Québec, pour l'investissement au Québec. C'est une des grandes raisons pour appuyer ce budget. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, je ne m'attends pas à ce que le premier ministre ait envie de répondre à la question. Un crédit d'impôt, tu payes de l'argent à quelqu'un qui, lui, a le bénéfice du crédit d'impôt. Ça sort de tes coffres. Tu ne peux pas prétendre que c'est un investissement dont tu gardes la valeur à ton bilan. Est-ce que le premier ministre prend les comptables pour des imbéciles en prétendant que des dépenses sont des actifs? Bravo! Et voilà! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais souligner que Hydro-Québec va une des plus grandes bénéficiaires de ce budget. Et l'environnement, ce sera l'autre. Finalement, en ce qui concerne la capture de carbone, la vérité est que maintenant, le Québec utilise 350 000 barils de pétrole par jour. Il faut capturer le carbone pour la production et le transfert de ce baril. Exactement. Honorable député de Belleuil-Chambly. Ça fleure l'embarras à plein nez, Monsieur le Président.
Mais tant mieux s'il y a de l'argent qui va dans des projets intéressants. Voyons qui décide que le projet est intéressant, mais ça reste une dépense. Le premier ministre pocherait un examen de mathématiques de 3e année faible avec ses réponses. Est-ce que le premier ministre va reconnaître qu'il fait un budget d'austérité dans le but de financer les pétrolières sur le dos du Québec? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce budget est un budget d'investissement générationnel. Le rythme d'investissement est 2 fois plus grand et ce budget va catalyser 1000 milliards d'investissements d'ici à la fin de la décennie. C'est un budget de la croissance, un budget pour le Québec, un budget pour le Canada. Exactement. The honorable leader of the opposition. Le chef de l'opposition. En plus de fixer les livres, il a accordé un rabais sur le logement pour que 95% des acheteurs ne soient pas admissibles. Le premier ministre a pris des mesures relativement au béton, à l'acier, à l'aluminium, tout ce qui est utilisé pour fabriquer une maison. La taxe carbone industrielle est donc une taxe sur le logement. Les libéraux ont déjà doublé les prix du logement. Le premier ministre va-t-il mettre fin à la taxe carbone industrielle afin que les Canadiens puissent se loger? Le leader en chambre. Monsieur le Président, encore une fois, le chef redouble d'efforts avec ces taxes imaginaires qui n'existent que dans sa tête et pour les slogans qu'il utilise, Monsieur le Président. Les gens qui pensent voter conservateur, vous savez ce qu'ils aiment. Ils aiment l'espoir, ils aiment l'ambition, ils aiment la croissance économique, ils aiment qu'on soit unis d'un océan à l'autre pour investir dans notre potentiel, pour investir dans nos jeunes et pour faire croître ce pays pour qu'il soit le meilleur du G7, Monsieur le Président. The honorable leader of the opposition. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, il dit que c'est imaginaire, mais c'est dans son budget. Est-ce que ça veut dire que le budget est un ouvrage de fiction? Page 106. Renforcer. The honorable member may continue. Le député peut poursuivre maintenant qu'il a rangé son accessoire. Monsieur le Président, ils disent que leur budget est accessoire et que le contenu est imaginaire. On est dans l'eau chaude. Il faut de l'acier, il faut du béton pour construire des maisons. La taxe carbone industrielle fait augmenter tous ces coûts et les jeunes ne peuvent pas se loger. Pourquoi ne pas se débarrasser de cette taxe pour pouvoir réduire le prix des logements? Le leader du gouvernement en chambre. Monsieur le Président, vous savez ce que fait ce budget. Il construit des communautés, il construit des occasions pour les jeunes dans nos communautés. Il unit la population pour l'espoir et l'optimisme dans l'investissement. Nous allons investir dans des logements, nous allons investir dans le logement pour les jeunes. Nous allons construire avec cet acier canadien, nous allons construire avec le bois d'œuvre canadien, avec ce que nous avons de mieux, soit l'ingéniosité canadienne qui existe chez les jeunes et les moins jeunes. Nous allons construire le Canada. Les conservateurs aiment ça. Alors, construisons un pays ensemble. Le chef de l'opposition. Bon, le premier ministre a prononcé un discours déprimant demandant aux jeunes de faire plus de sacrifices. On peut ensuite demander à ChatGPT de rédiger un poème sur l'espoir.
Les jeunes ont besoin d'un logement pour avoir de l'espoir. Ça prend des maisons pour élever des familles, ça prend des maisons pour avoir de l'équité et avoir un historique de crédit. Mais il insiste pour utiliser sa taxe carbone industrielle qui va faire augmenter le prix de tout ce qui sert à construire une maison. Alors, les libéraux ont déjà doublé les prix du logement. Pourquoi ne pas se débarrasser de cette taxe? L'honorable ministre du Logement. Monsieur le Président, nous savons que le logement est une priorité pour les jeunes Canadiens. Nous les avons entendus. Le budget 2025 permet d'obtenir des logements abordables pour les jeunes Canadiens. Nous mettons l'accent sur la réduction de la TPS pour les acheteurs d'une première maison. La construction crée des emplois pour les jeunes dans les métiers. Ce budget crée l'abordabilité pour les jeunes Canadiens. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral a doublé les files dans les banques alimentaires. On parle de 2 millions de personnes. Et maintenant, les prix à l'épicerie augmentent 40 plus vite au Canada qu'aux États-Unis, ce qui veut dire que ça ne peut pas être un phénomène mondial. Sylvain Charlebois, l'expert en prix de l'alimentation, dit que la taxe carbone industrielle, qui est toujours en place et qui augmente rapidement dans ce budget, est partiellement à blâmer. Les familles, les entreprises et les aînés pourront-ils se nourrir s'ils pouvaient mettre fin à cette taxe? L'honorable ministre. Je suis anciennement mère monoparentale et je peux vous dire que c'est justement le genre de mesure que nous voulons en matière d'abordabilité. Qu'il s'agisse des allègements fiscaux pour la classe moyenne pour 22 millions de Canadiens, qu'il s'agisse de protéger les garderies à 10 $ par jour, et soit dit en passant, ça change tout pour les femmes. Qu'il s'agisse du programme d'alimentation scolaire, qu'il s'agisse d'investir dans les infrastructures pour créer de bons emplois. Nous sommes là pour les jeunes Canadiens. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, depuis qu'ils ont fait ces promesses, les enfants qui font la file dans les banques alimentaires a doublé. Les prix à l'épicerie augmentent 40 plus vite ici qu'aux États-Unis. J'ai posé des questions au premier ministre, mais semble-t-il qu'il n'a pas le temps de répondre à des questions sur le logement et l'alimentation que les gens ne peuvent pas permettre de se nourrir et de se loger. Encore une fois, le premier ministre va-t-il se débarrasser de sa taxe carbone industrielle sur l'alimentation afin que les familles monoparentales et les aînés puissent se permettre de manger? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, les Canadiens n'ont pas le temps pour ce genre de rhétorique conservatrice. C'est ce qu'il fait tous les jours. Ce que les Canadiens veulent, ce sont des investissements dans leurs familles, dans leurs enfants, dans les infrastructures dont les petites communautés ont besoin, y compris dans ma circonscription. C'est ce qui rendra la vie abordable, ce qui va permettre des infrastructures. Monsieur le Président, beaucoup de conservateurs pensent ainsi dans ma circonscription et ils ont fait des dons. Le député de Wellington Halton Hills Nord. Monsieur le Président, le dernier budget libéral avait un ancrage budgétaire avec des déficits inférieurs à 1 du PIB. Ce budget prévoit des déficits atteignant en moyenne 2 du PIB. Le dernier budget libéral prévoyait un ancrage budgétaire avec une baisse du ratio dette-PIB, alors que ce budget prévoit une augmentation de ce ratio. Le gouvernement reconnaîtra-t-il que son ancrage budgétaire est plus faible que celui du dernier gouvernement Trudeau? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, je sais qu'ils ont une semaine difficile de l'autre côté, mais hier, on a déposé un budget historique pour construire notre économie pour les Canadiens, par les Canadiens. Ainsi, nous n'aurons jamais à nous fier à un seul pays. Nous allons dépenser moins pour investir dans notre économie et construire un pays. Nous aurons l'économie la plus forte du G7. Monsieur le Président, les Canadiens, d'un océan à l'autre, soutiennent notre budget. Il est temps de travailler ensemble dans cette Chambre. Il est temps que le parti de l'autre côté soutienne notre budget. Le député de Wellington Halton Hills Nord. Monsieur le Président, en juillet dernier, l'agence Fitch a dit qu'une augmentation du ratio dette-PIB
et une augmentation des déficits pourrait mener à une baisse de la cote de crédit. Ce budget double les déficits et augmente le ratio dette-PIB. Le gouvernement va-t-il reconnaître qu'il met la cote de crédit du pays à risque? Et il ne faut pas oublier non plus que les jeunes seront aux prises avec cette dette nationale grandissante. L'honorable ministre, puisqu'on parle des jeunes Canadiens, ils voient des occasions générationnelles dans ce budget. Nous travaillons pour eux. Dans le budget, nous aidons les jeunes entrepreneurs à exporter. En plus, nous allons ensuite avoir un programme d'exportation pour mettre nos produits en vedette. Et EDC, ensuite, les soutiendra pour atteindre de nouveaux marchés partout dans le monde. C'est comme ça qu'on aide les jeunes entrepreneurs à avoir accès à des nouveaux marchés et à créer des emplois ici, chez nous. Le député de Mirabel. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé du déficit générationnel de 78 milliards dans le budget, et avec raison, mais c'est quoi les faits saillants de ce budget-là? C'est le militaire comme priorité absolue, la fin de la lutte au changement climatique, encore plus de crédits d'impôt pour les pétrolières, des dizaines de milliers de coupes d'emplois. Ce sont tous des choix qui auraient ravi Stephen Harper parce que c'est conservateur. Monsieur le Président, c'est tellement conservateur qu'il y a un député conservateur qui est devenu libéral parce qu'il se reconnaissait là-dedans. Donc, on a un déficit libéral avec des priorités conservatrices. Puis à travers tout ça, pourquoi il n'y a rien pour les priorités des Québécois? Honorable ministre de l'Industrie. Je connais bien mon collègue, je connais bien aussi sa circonscription. Puis une chose est claire, c'est que dans sa circonscription, lorsqu'on parle de dépenses, investissements en militaire, ça a des impacts à Mirabel. Écoutez, là, ça a un impact à CAE, ça va avoir un impact pour Airbus, ça va avoir un impact pour Bell Textron, ça va avoir un impact pour des milliers d'emplois à Mirabel. Alors, est-ce que mon collègue, présentement, est en train de dire que ce budget ne livre pas pour le Québec et ne livre pas pour Mirabel? Je pense qu'il est déconnecté de la réalité. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, le déficit de 78 milliards va avoir des impacts sur les prochaines générations de ma circonscription. Mais il y a pire. Les libéraux, ils creusent ce déficit-là tout en annonçant des coupes dans les transferts en santé. Ils ne mettent pas un sou pour les aînés face au coût de la vie. Ils refusent des prêts à taux préférentiels pour les premiers acheteurs de maisons. Et ils remplacent le seul programme de construction de logements qui fonctionnait au Québec par Maison Canada qui va venir tout jammer puis tout ralentir, Monsieur le Président. Comment c'est possible de faire un trou de 78 milliards de dollars en abandonnant tous les besoins des Québécois? Honorable ministre de l'Industrie. Le Québec, Monsieur le Président, nous a demandé d'investir plus pour construire des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on a dit? Très bonne idée. On va le mettre dans notre budget. Excellent. Il y a juste à lire justement les pages, puis il va voir que c'est écrit. Les Québécois nous ont dit... Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, en 2015, 6 cents de chaque dollar dépensé par le gouvernement ont servi à payer les intérêts de la dette nationale. Le budget d'hier confirme que ce montant va plus de doubler pour atteindre 13 cents de chaque dollar. Cela représente beaucoup d'argent et en fait, c'est plus que ce que le gouvernement recevra de la TPS. Lorsque le ministre des Finances parle d'investissement générationnel, veut-il dire que les générations futures devront payer la facture de son budget inabordable? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le député a oublié que le Canada a une cote de crédit AAA, le plus bas ratio dette-PIB du G7, est reconnu mondialement pour les investissements étrangers. La différence entre eux et nous, c'est que nous croyons au Canada, nous croyons dans les Canadiens. Nous allons renforcer les chaînes d'approvisionnement et nous investissons dans notre population. Nous allons devenir l'économie la plus forte du G7. Le député de Simcoe Nord.
Monsieur le Président, la différence, c'est que tous les ministres des Finances libéraux ne tiennent pas leurs promesses. Ils ont dit que les déficits seraient bas et temporaires, mais c'était faux. Ils ont dit que le déficit serait maximisé. Ils ont dit que le ratio dette-PIB continuerait de descendre, mais le ratio a augmenté et les déficits ont augmenté. Maintenant, nous avons un nouveau ministre des Finances avec des ancrages plus faibles. Le ministre peut-il confirmer que son ancrage est plus faible et combien de temps faudra-t-il avant que lui aussi ne tienne pas ses promesses? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous sommes un pays de bâtisseurs. Nous bâtissons pour les jeunes. Nous avons le meilleur ratio dette-PIB du G7. Nous construisons des logements abordables. Nous investissons dans les hôpitaux. Nous avons créé des emplois d'été. Nous investissons dans les entrepreneurs. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est un budget de résilience, c'est un budget de force, c'est un budget d'espoir. Pourquoi les conservateurs ne se joignent-ils pas à nous pour construire un Canada fort? Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, le premier ministre vient de présenter l'un des budgets les plus coûteux de l'histoire du Canada. Il avait promis une gestion budgétaire responsable aux dernières élections, mais les Canadiens se retrouvent plutôt avec un déficit de 80 milliards de dollars. Cela représente 80 milliards de dollars de nouvelles dettes qui feront augmenter le coût des denrées alimentaires, du logement et de tout ce que les Canadiens achètent. Après avoir entendu tous ces discours sur le changement, les Canadiens se posent une question. En quoi les dépenses incontrôlées de ce premier ministre sont-elles différentes de celles de Justin Trudeau? Le secrétaire parlementaire. Les Canadiens partout au pays nous ont élus aux dernières élections. Et maintenant, nous rendons la faveur dans le budget. C'est un budget qui fera des investissements générationnels pour créer l'économie la plus forte du G7. C'est exactement ce que nous faisons. Nous construisons des infrastructures, des logements et des industries. Nous protégeons nos communautés, nos frontières et notre mode de vie. Et nous aidons les Canadiens avec de meilleures carrières, de bons services publics et une vie plus abordable. Nous savons que notre pays peut encore être meilleur, mais ça prend du leadership. C'est dommage que les conservateurs ne puissent pas faire preuve de leadership. L'honorable député de Riding Mountain. Monsieur le Président, le premier ministre n'investit pas. Il dépense aux dépens des prochaines générations. Et à cause de ces dépenses irréfléchies, les Canadiens paieront plus de 55 milliards de dollars par année pour servir la dette. C'est un montant en intérêt qui est plus élevé que les transferts en santé. Le premier ministre... Pourquoi le premier ministre aide-t-il les banquiers et ses amis plutôt que d'aider les médecins et les infirmiers et infirmières? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre n'a pas seulement une vision pour le pays à l'heure actuelle, mais pour l'avenir du pays. C'est pourquoi il nous a demandé de travailler sur la transformation des services de santé, notamment dans le Nord, des espaces qui n'ont jamais eu assez avec l'autre côté de la Chambre. Nous les invitons à se joindre à nous, à appuyer les Autochtones à obtenir ces services critiques et nous savons que tous les électeurs les souhaitent, ces services. Le député de Mégantic, l'érable Binière. Un budget coûteux qui va rendre la vie encore plus coûteuse pour les familles canadiennes. Hier, le premier ministre a présenté un budget qui va le faire passer dans l'histoire comme le premier ministre le plus dépensier du pays. Presque 80 milliards de déficit. Il avait promis de dépenser moins. Il dépense 90 milliards de plus. C'est 5 400 $ par famille, Monsieur le Président. Et vous savez quoi? Cet argent-là vient directement de la poche des Canadiens. Pourquoi le premier ministre choisit de faire grimper encore plus le coût de l'épicerie avec le pire budget inflationniste de l'histoire du Canada? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Une cote AAA des agences de notation pour le Canada, Monsieur le Président. Le plus bas ratio dette nette par rapport au PIB des pays du G7, le plus bas taux d'emprunt des pays du G7, Monsieur le Président. C'est ça la position fiscale du Canada. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le budget? On double le logement, on investit en infrastructure, on augmente, comme ça n'a jamais été vu, le salaire de nos hommes et de nos femmes dans les forces armées canadiennes. On les équipe pour défendre la souveraineté du Canada, Monsieur le Président. On baisse les impôts pour 22 millions de Canadiens. C'est ça qu'il y a dans le budget, Monsieur le Président, et j'en suis très fier. Merci beaucoup.
The honourable member. L'honorable député de Halifax. Monsieur le Président, dans ma circonscription, nous avons plus de 10 000 militaires des Forces armées canadiennes. Je sais que mes commettants et ceux en uniforme ont bien regardé le budget hier, le discours du budget. Est-ce que le ministre de la Défense nationale peut nous parler des investissements, des nouveaux investissements en défense? Le ministre de la Défense. Dans le budget 2025, nous investissons 81 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour rebâtir, réarmer et réinvestir dans nos forces armées canadiennes. Il s'agit d'un investissement générationnel dans l'infrastructure de défense, les capacités, la formation et bien sûr dans le personnel. De Halifax à la Lettonie, quand les hommes et les femmes des forces armées canadiennes décident de servir, ils savent qu'on est là pour eux et ils savent qu'il est temps de bâtir un Canada fort. L'honorable député de New Tecumseh. Le budget coûteux des libéraux et les promesses rompues est une tentative désastreuse d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes commencé. Le premier ministre alimente l'inflation avec un budget avec un déficit record et il augmente aussi la taxe carbone industrielle. Pourquoi le premier ministre veut augmenter la taxe carbone industrielle et ainsi rendre la vie encore plus difficile pour les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Monsieur le Président, nous créons des débouchés pour les Canadiens. Le budget 2025 vise à bâtir le Canada, à créer des débouchés pour les jeunes. On bâtit des régions, des villes au Canada fortes, ville par ville, collectivité par collectivité pour nos jeunes. Grâce au budget 2025, nous construisons des routes, des systèmes de traitement des eaux, des centres communautaires, des foyers, des habitations. Nous le faisons avec de l'acier, du bois d'œuvre canadien et des travailleurs canadiens. L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. On vit ce gâchis à cause de 10 ans de libéraux. Maintenant, le budget rendra les choses encore pires en ajoutant 10 millions de dettes à chaque heure. Le Canada est le seul pays du G7 où l'inflation alimentaire a augmenté 4 mois d'affilée. En augmentant la taxe industrielle sur le carbone, eh bien, le budget ne fera qu'augmenter les coûts. Encore pourquoi le premier ministre est-il si décidé à rendre la vie inabordable pour les familles canadiennes? The Honourable Secretary of State for Rural Development. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I just wanted to point out, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je veux seulement dire que je demanderai aux conservateurs à se joindre à nous dans l'affection que nous avons pour notre pays. Ils semblent toujours dénigrer notre pays. De notre côté, nous vantons le Canada. Vous devriez le faire aussi. De notre côté, nous défendons le Canada. Vous devriez le faire aussi. Au final, honte à vous, mettons-nous sur la même longueur d'onde. Voilà ce que méritent les Canadiens. L'honorable député de Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Monsieur le Président, le budget coûteux du premier ministre est rempli de promesses rompues et c'est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Il contient le déficit le plus élevé de l'histoire, à part pour la COVID. Le budget augmentera le coût des aliments, du logement et de tout pour les Canadiens. Les libéraux avaient la chance de faire les choses autrement, mais ils ont choisi d'augmenter le coût de tout avec la taxe carbone industrielle, en augmentant le coût de l'engrais, par exemple, et de l'équipement agricole. Pourquoi le premier ministre a augmenté la taxe carbone industrielle qui rend le prix des aliments moins abordable? Ils ont voté contre des aliments dans les écoles pour les enfants. Ils ont voté contre 75 millions pour les programmes d'apprentis. Ils votent contre 75 millions de dollars pour lutter contre la violence entre les genres. Les Canadiens veulent savoir pour qui se battent les conservateurs, parce que ce n'est sûrement pas pour les Canadiens. L'honorable député de Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill.
Nous n'allons pas voter pour l'ajout de 80 milliards de dollars à la dette. L'écart entre les prix de gros des aliments au Canada et ceux des États-Unis s'est accru et la taxe carbone industrielle est un facteur important. L'inflation des aliments continuera d'être un problème à l'avenir et les experts nous disent que le prix des aliments continuera d'augmenter. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle? Pourquoi rend-il les aliments plus chers pour tous les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Notre budget propose des investissements historiques pour un Canada fort, pour des familles fortes partout au Canada, dont du soutien pour les jeunes, pour le renforcement de leurs compétences, pour des carrières qui paient bien. Nous avons des programmes pour avoir 20 000 postes pour les jeunes cette année et nous avons des programmes pour les jeunes à l'université. Nous encourageons les conservateurs d'appuyer notre plan et de voter pour le budget. L'honorable député de Hastings, Lennox et Addington, Yandanaga. Monsieur le Président, hier, les Canadiens ont vu ce qu'est le pire péché politique d'un gouvernement, faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Le premier ministre avait promis un budget pour le changement rédigé par le maître de la politique monétaire, mais il a plutôt produit le budget le plus coûteux de l'histoire. Plutôt que de réduire la taxe industrielle sur le carbone, il a choisi de l'augmenter. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle qui rend les aliments encore plus chers pour les Canadiens? L'honorable ministre, ce budget, c'est pour la jeunesse, notamment les jeunes autochtones. Nous investissons notamment dans l'Université Inuit-Nunangat. Ce sera un bon pas dans la bonne direction pour l'éducation et la réconciliation. Ça permettra de bâtir des capacités dans le Nord. Nous espérons que les députés de l'autre côté vont appuyer le budget et cette initiative. L'honorable député de Hastings, Lennox et Addington, Tyendinaga. Le Dr Sylvain Charlebois a dit que l'écart entre les prix de gros des aliments au Canada et ceux des États-Unis s'est accru. Et selon lui, la taxe carbone industrielle est un facteur important. Il ne faut pas un banquier central pour comprendre que d'éliminer une taxe industrielle sur le carbone permettra de diminuer le prix des aliments. Pourquoi le premier ministre choisit d'augmenter cette taxe alors que tant de Canadiens ne peuvent même pas se payer l'épicerie? L'honorable ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Les recherches les plus récentes nous montrent que la tarification sur le carbone n'a très peu d'effet sur le prix des aliments, alors que nous travaillons pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Notre gouvernement aide les secteurs de la pêche et de l'agriculture à s'adapter. Nous avons une nouvelle initiative de diversification du commerce. Et bon, je suggère aux députés de l'autre côté de trouver le moyen de prendre le train en marche avec nous. L'honorable député de Windsor-Tecumseh Lakeshore. Monsieur le Président, le budget prouve une chose, les libéraux ne comprennent pas comment les Canadiens vivent. Chaque dollar que le gouvernement dépense provient de la poche des Canadiens. Et avec ce premier ministre, tout coûte plus cher. Après des années d'inflation et de taxes élevées, ils ont choisi d'augmenter la taxe carbone industrielle. Ça veut dire que ça coûtera plus cher quand les Canadiens passeront à la caisse. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe sur le carbone industriel qui rend les aliments plus chers? L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Quand nous investissons dans les syndicats Windsor, nous sommes tous gagnants. Nous donnons des moyens aux syndicats à Windsor et ailleurs au pays pour former les jeunes. Dans le budget 2025, nous investissons
et nous remplissons notre promesse de campagne pour les programmes novateurs, 75 millions de dollars pour aider les jeunes dans les métiers qui construiront le Canada avec l'acier canadien. Le député de Bellechasse, les Échemins, Lévis. Le budget libéral est le plus coûteux et le plus déficitaire de l'histoire du pays, hors pandémie, Monsieur le Président. Il fera grimper les prix des aliments, c'est su et connu. C'est une attaque à notre sécurité alimentaire, alors que les banques alimentaires, c'est su aussi, ça déborde. Ajoutons à cela la taxe sur le carbone industriel, une taxe cachée qui augmente le coût de la production et des transports des aliments. Monsieur le Président, quand le premier ministre cessera-t-il de faire la guerre aux agriculteurs et présentera-t-il enfin un vrai plan pour réduire le prix à l'épicerie? L'honorable ministre de l'Identité de la culture canadienne. Monsieur le Président, je dois vous avouer que je suis un peu surpris de la question de la députée du Parti conservateur, puisque lorsqu'elle était membre du Parti libéral au Québec, elle a voté en faveur de la tarification du carbone, Monsieur le Président. Et elle devrait être très bien placée pour savoir que la tarification industrielle fédérale ne s'applique pas au Québec, puisqu'elle a voté pour un programme qui est proprement québécois, Monsieur le Président. Il y a beaucoup d'hypocrisie de ce côté-là de la chose. Bravo! Bravo! L'honorable député de Bellechasse, les Échemins, Lévis. Pendant que les Canadiens se serrent la ceinture, le gouvernement dépense sans compter. Il ajoute 90 milliards de dollars de dépenses, c'est 5 400 piastres de plus par ménage. Selon le professeur Charles Bois, l'écart entre les prix de gros des aliments au Canada et ceux des États-Unis s'est accru et la taxe carbone industrielle est un facteur important, Monsieur le Président. Le Canada est le seul du G7 à avoir connu 4 mois consécutifs de hausse de l'inflation alimentaire. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle qui rend la nourriture beaucoup plus chère pour tous les Canadiens, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, je vais répéter ce que le premier ministre a dit. Je pense que pour le bénéfice de ma collègue, c'est utile. L'impact de la tarification carbone industrielle sur les prix des aliments, c'est approximativement 0. Maintenant, pour reprendre les propos de mon collègue, l'hypocrisie conservatrice de l'autre côté de la Chambre quand il nous parle d'insécurité alimentaire, elle ne s'arrête pas à leurs incohérences alors qu'elle était dans un gouvernement libéral à Québec qui a mis en place la tarification sur le carbone. Elle ne s'arrête pas là parce qu'à tous les jours, il vote contre des initiatives qui aident réellement les familles, que ce soit le programme d'alimentation scolaire, l'allocation canadienne pour enfants, doubler le logement, aider les familles les plus vulnérables au pays. C'est avec Monsieur le Président. Pour les leçons de l'autre côté, on repassera. Merci beaucoup. The honourable member for Mississauga Centre. Monsieur le Président, les Canadiens et les Canadiens comptent chaque jour sur une infrastructure solide et fiable, des routes et ponts sécuritaires à l'eau potable et aux installations publiques modernes. Ils s'attendent à ce que le gouvernement construise, protège et renforce les communautés grâce à des investissements historiques. Le ministre peut-il informer la Chambre de l'investissement infrastructurel générationnel prévu dans le budget 2025? The Honourable Minister of Housing and Infrastructure. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Les Canadiens ont besoin de communautés fortes et résilientes. Le budget 2025 fait un investissement générationnel dans nos collectivités avec le fonds pour bâtir des collectivités fortes, ce qui soutiendra les infrastructures favorisant l'accès au logement tels que les rues, les eaux et les eaux usées, les infrastructures de santé telles que les hôpitaux et bien plus. Merci. L'honorable député de Chilliwack-Hope. La Cour suprême a tranché qu'une peine minimale obligatoire pour le crime haineux de posséder de la pornographie juvénile, c'était une peine cruelle et inusitée. Les conservateurs pensent que c'est scandaleux de voir ces prédateurs d'enfants être libres avec moins d'1 an de prison, de purger. Les libéraux refusent d'agir. Pourquoi se soucient davantage des droits de ces pédophiles odieux que des droits des victimes? L'honorable ministre de la Justice, je veux être sans équivoque. Les prédateurs d'enfants sont des criminels et devraient être traités comme tels. Nous allons proposer des solutions législatives qui donneront des directives claires aux tribunaux pour qu'il y ait des peines sérieuses. Peut-être que les conservateurs, s'ils veulent faire des progrès, peut-être qu'ils pourraient cesser de faire de l'obstruction sur la loi pour des frontières sûres
pour qu'on sache ce qui se passe justement avec les déplacements de ces prédateurs d'enfants. Je les invite à se joindre à nous. L'honorable député de Chilliwack Hope. Ceux qui possèdent du matériel de pornographie juvénile méritent des peines longues en prison puisqu'ils causent des préjudices à des enfants. Ces enfants sont marqués à vie. Les conservateurs, les Canadiens demandent au gouvernement d'invoquer la clause de dérogation et de renverser cette décision de la Cour suprême. Les libéraux refusent de le faire. Pourquoi les libéraux se soucient-ils davantage des droits des pédophiles que de ceux d'enfants innocents? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, nous allons proposer un projet de loi qui abordera ce problème en particulier. Mais je demanderai aux conservateurs pourquoi ils sont contre toutes les mesures que nous avons proposées pour protéger nos enfants. Nous avons proposé un projet de loi contre la haine en ligne. Ils ont voté contre. Nous avons proposé des mesures pour donner plus d'outils aux forces de l'ordre. Ils ont voté contre. Pourquoi eux protègent les abuseurs d'enfants? L'honorable député de Lethbridge. 2 hommes ont plaidé coupables parce qu'ils avaient des centaines d'images d'enfants innocents. Ces enfants ont été exploités sexuellement, ils ont été torturés. La Cour suprême a tranché comme quoi une peine d'1 an, c'était trop sérieux comme peine. Les conservateurs sont carrément contre cette décision. Les libéraux ont l'occasion d'utiliser la clause de dérogation. Pourquoi le gouvernement défend davantage les droits des pédophiles? Pourquoi ne défend-il pas les droits de ces enfants innocents? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, j'ai parlé à beaucoup de familles qui ont été victimes de la criminalité. Beaucoup demandent un projet de loi contre les torts causés en ligne. Nous avons proposé un tel projet de loi. Eux, ils ont voté contre. Ils se sont assurés de torpiller le projet de loi. Et les forces de l'ordre demandent aussi des outils pour attraper ces prédateurs. Et les conservateurs sont contre. Alors pourquoi se soucient-ils tant des droits à la vie privée des criminels plutôt que de nous permettre de protéger les enfants? Okay, Collègues. Colleagues, order. À l'ordre. The honourable member. L'honorable député de Peterborough. Monsieur le Président, les Canadiens nous ont élus pour bâtir, pour protéger et donner des moyens dans le Nord. Ça signifie de bons partenariats, des résultats qui inspirent confiance. Nous sommes allés à la rencontre des gens dans le Nord. A member is asking a question. Une députée pose une question. Et il y a beaucoup d'autres interventions d'un côté et de l'autre de la Chambre. I couldn't identify the voices, but there were... Je ne sais pas qui est intervenu, mais beaucoup parlaient en même temps. It was both ends. Ça venait des deux côtés. Start from the top. Depuis le début, l'honorable député de Peterborough. Monsieur le Président, les Canadiens nous ont élus pour bâtir, pour protéger, pour donner des moyens. Dans le Nord, ça signifie des partenariats fiables et des résultats en lesquels les gens peuvent avoir confiance. Nous sommes allés à la rencontre des gens dans le Nord et ça se reflète dans le budget 2025. Le ministre peut-il nous dire comment le budget tient compte des demandes des partenaires autochtones et comment on a des initiatives pour la prospérité dans le Nord? L'honorable ministre, les gens du Nord ont demandé des changements et notre gouvernement a un plan pour bâtir, pour protéger, pour donner des moyens. Ça veut dire de l'espoir pour les jeunes dans le Nord. Notre budget offrira des routes praticables toute l'année et des ports résilients et des corridors, dont celui de la porte de Churchill. Il y aura donc
des occasions de bâtir dans le Nord et avec le Nord. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Hier, les libéraux ont déposé un budget déficitaire de près de 80 milliards. Vous avez bien entendu, 80 milliards. C'est énorme et tout va coûter plus cher. Il n'y a que du réchauffé et en plus, les libéraux avaient la possibilité de réduire le coût de la nourriture en abolissant la taxe carbone industrielle dans leur budget. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils l'ont augmenté et ne font rien pour contrer l'inflation alimentaire. Est-ce que ce premier ministre peut arrêter de briser ses promesses et enfin contrôler ses dépenses inflationnistes? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Merci, Monsieur le Président. Ma mère comprend la différence entre un investissement et une dépense. Mes enfants comprennent la différence entre un investissement et une dépense. Et ce budget-là, c'est un investissement dans notre jeunesse canadienne, dans nos ressources à nous pour être capables de passer à travers la crise qu'on vit actuellement. Les Canadiens nous ont élus pour le faire. Ils ont confiance en nous et nous le ferons. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de Canadiens ne savent peut-être pas qu'entre le dépôt du budget et le jour du vote, le gouvernement peut apporter des changements. J'espère qu'ils diront oui. Est-ce que le premier ministre et le ministre des Finances sont prêts à être flexibles, à travailler dans l'intérêt national et à apporter des changements au budget avant le vote? L'honorable leader en chambre du gouvernement. Monsieur le Président, oui, nous sommes toujours prêts à écouter les Canadiens. Ce que je dirais à la députée, c'est que le budget propose des investissements historiques pour amener le Canada à la carboneutralité d'ici 2050 et pour veiller à ce que le Canada soit encore un leader dans la lutte contre les changements climatiques. Je l'invite à nous comparer à tout autre pays dans le monde, surtout notre voisin du Sud. Elle saura que c'est un effort historique que l'on fait dans ce budget historique. Merci, Monsieur le Président. Et cela met fin à la période des questions.